Vincent Duclerc, vous êtes inspecteur général de l'éducation nationale, président du jury du CAPES, et vous êtes un spécialiste, entre autres, du génocide arménien, de l'affaire Dreyfus et de Jean Jaurès, qui nous intéresse aujourd'hui. Vous avez publié de nombreux ouvrages sur ces différents sujets. Alors nous allons vous écouter. C'est à vous. Je vous remercie pour votre invitation et effectivement, il était de mon devoir d'être là ce matin parce que en face du surgissement de la terreur, il importe de maintenir au fond la régularité de nos vies collectives, de nos vies individuelles, de la pensée, de la rencontre. Et c'est tout à fait, de mon point de vue, essentiel, et je pense que ça sera ce que la ministre de l'Éducation nationale, le gouvernement donc préconisera, effectivement, de continuer à vivre avec les valeurs qui sont les nôtres. C'est certain que, bon, au vu de ce qui vient de se passer à Paris hier soir et cette nuit, il aurait été légitime pour moi d'aborder la question de la guerre, de la violence de guerre, du surgissement de l'événement que constitue la guerre ou les opérations de guerre, de l'ahurissement ou de l'incrédulité des sociétés face à ce bouleversement radical des existences. La guerre qui a été pensée par Jaurès. Le sujet de la guerre pensée par Jaurès, a été au cœur du centenaire jaurésien, donc celui de 2014, le centenaire de sa mort. Et ce qui est intéressant, c'est que le centenaire de sa mort a croisé le centenaire du déclenchement de la Grande Guerre. Et il est assez intéressant de voir que, alors que ces deux centenaires auraient pu être distincts, même si Jaurès est mort, on l'a dit, comme premier combattant, c'est l'Union sacrée qui a dit ça, comme premier combattant de la Grande Guerre, il n'empêche qu'on aurait pu effectivement voir que deux centenaires se dérouleraient de manière un peu parallèle. Or, ce qui est très intéressant, c'est que le centenaire de Jaurès a permis, je pense, et c'est en tout cas moi ce que j'ai essayé de défendre lors de ce centenaire, que Jaurès permet au fond de repenser la Grande Guerre, de repenser la guerre. Sachant que Jaurès, il faut absolument sortir de cette idée que Jaurès n'aurait été qu'un opposant absolu, total à la guerre, et que, au fond, Jaurès ne proposait face à la guerre que le pacifisme intégral. C'est ce qui a été, développé autour de Jaurès après la Grande Guerre. Jaurès a été l'emblème des pacifistes intégraux, dont certains se sont retrouvés à Vichy, ce qui explique aussi certains parcours étranges de jaurésiens. Mais c'est une erreur, en fait. Une erreur, c'est la mémoire qui, effectivement, trahit l'histoire, car Jaurès, face à la guerre, a une position extrêmement intéressante. Je vais vous la résumer très, très brièvement. Ce n'est pas le cœur de mon propos, mais je pense qu'il faudrait, effectivement, en raison des événements, en raison, effectivement, d'une situation de guerre particulière, donc résumer cette position. En fait, d'abord, ce qu'il faut se souvenir, c'est que Jaurès, face à la guerre, a mené un combat politique qui s'articulait, et ça c'est fondamental pour comprendre Jaurès, sur une analyse historique et philosophique. Jean-Baptiste Durosel, dans la préface de la réédition de la guerre franco-prussienne, la guerre de 70, écrit par Jaurès en 1908, Jean-Baptiste Durosel, l'historien, disait que pour penser la guerre, il faut être un historien philosophe. Et il disait que Jaurès était un historien philosophe puisqu'il avait saisi en fait cet objet de la guerre. On ne peut pas être seulement un historien, il faut être un historien philosophe. Et c'est vrai que, au fond, dans cette proposition-là, c'est pas de dire que les historiens sont illégitimes, c'est de dire au contraire que l'histoire doit, au fond, s'armer de l'interprétation. L'histoire doit avoir une vision qui n'est pas une vision politique, mais une vision de sens. Et au fond, quand on enseigne, c'est ça. Je veux dire, on enseigne des connaissances, mais on enseigne du sens, de la cohérence, on enseigne une pensée. Et donc, être un historien philosophe pour penser la guerre passée, la guerre présente et la guerre qui vient. Alors, ce combat politique en direction de la guerre donc s'appuyait sur une œuvre conséquente d'historiens philosophes, qui est une œuvre, donc celle de Jaurès, notamment l'armée nouvelle, mais aussi la guerre franco-prussienne.
et de très nombreux articles sur la guerre. Jaurès, à partir de 1905, documente la guerre. La guerre du Maroc, hein, qui est au fond le dernier moment de la colonisation française, et une guerre qui n'est pas seulement une guerre coloniale, mais c'est une guerre sur fond de rivalité avec l'Allemagne, hein, d'où l'idée de Jaurès qu'il n'y a pas de guerre isolée, que toutes les guerres, au fond, les guerres isolées produisent, en tout cas les guerres coloniales, avec ce soubassement du heurt des impérialismes, eh bien, provoque des guerres en chaîne. Et on peut, de sa manière, lui donner raison. Donc il a observé la guerre du Maroc, la guerre déclenchée par les Italiens en Tripolitaine en 1911-1912, donc province tripolitaine, province de l'Empire ottoman, l'Italie voulant aussi sa part du gâteau colonial. Donc Jaurès écrit beaucoup sur la guerre. Jaurès perçoit dans les guerres des Balkans que la prochaine guerre sera une guerre d'hécatombe, une guerre qui va effectivement frapper de manière absolue les contingents militaires. Il a perçu le caractère meurtrier et la violence de guerre qui va se répandre dans la guerre. Donc ça, il faut se souvenir effectivement de ces écrits considérables de Jaurès. Jaurès a de multiples possibilités d'écrire. Hein. Il écrit ses ouvrages. L'Armée nouvelle, se voulant être en fait était le premier volume d'une réflexion sur l'organisation socialiste de l'État, comme il avait écrit à la fin du XIXe siècle, hein, à partir de 1899, il écrit l'Histoire socialiste, hein, qui sera ensuite rebaptisée Histoire socialiste de la Révolution française. Mais au départ, c'est Histoire socialiste du monde contemporain. Hein. Histoire socialiste 1789-1799. Donc l'Armée nouvelle, c'est un élément de cette grande réflexion sociologique et historique sur l'État socialiste. Il ne pourra pas poursuivre donc au-delà, en raison de son assassinat. Il y a aussi, donc, comme je l'ai dit, ces articles, des articles qui sont publiés à la fois dans l'Humanité, hein, l'Humanité qui se veut un journal bien sûr d'opinion, mais un journal aussi très mobilisé sur l'information. C'est vraiment l'idée que au fond, le citoyen, pour accéder à sa souveraineté de citoyen et donc à sa pleine participation aux affaires de la cité, doit être informé. C'est le devoir, à la fois le devoir des socialistes, mais aussi le devoir de la presse de transmettre cette information, de briser aussi ce qui est pour Jaurès le point essentiel, enfin l'un des points essentiels de l'engrenage des guerres, c'est la diplomatie secrète. Jaurès se bat contre la diplomatie secrète. Il estime que précisément il faut une information des sociétés pour que les sociétés puissent ensuite prendre en connaissance de cause la décision ou non de faire la guerre. Jaurès, au fond, anime considérablement toute la réflexion qui sera celle des dernières années présentes de l'historiographie sur, au fond, une Europe qui entre en guerre sans avoir compris ce qui se passait, les somnambules, pour résumer. Pour rappeler le livre de Christopher Clark. Donc, vraiment, insistons sur le fait que Jaurès combat la guerre, sur la base d'une pensée intellectuelle sur la guerre. Ça, c'est essentiel. C'est un classique de Jaurès. Hein. Jaurès revendiquait de faire reposer l'action politique sur la pensée intellectuelle, sur le travail critique. C'est ce qu'il déclare notamment aux obsèques de Francis de Pressensé. Francis de Pressensé, c'est un expert de relations internationales qui tenait la rubrique internationale au temps, et qui, avec l'affaire Dreyfus, devient un socialiste, député socialiste, président de la Ligue des droits de l'homme, et qui décède en janvier 1914. Et Jaurès, rend hommage à Francis de Pressensé en exprimant finalement un peu le modèle Pressensé, qui est le modèle de l'action fondée sur la pensée. Alors, bon, il ne faut pas non plus être dupe, hein. Jaurès a fait de nombreuses entorses à cette règle éthique. Hein. Il a pu forcer le trait intellectuel pour justifier son action politique. Parce que, notamment, Rosa Luxembourg lui reprochera
dans des textes extrêmement méchants, hein, mais très critiques. Et Jaurès n'est pas très habitué, enfin bon, il est habitué à être critiqué, mais là, effectivement, Rosa Luxembourg va assez loin en expliquant que Jaurès a surévalué le danger, les dangers menaçant la République au moment de l'affaire Dreyfus, pour imposer donc son réformisme, c'est-à-dire l'alliance des socialistes avec les radicaux et les libéraux, de manière à faire la défense républicaine de Valdez-Rousseau. Et puis la participation. Jaurès estimant que la menace de la République imposait la participation. Or, la participation, pour les marxistes les plus durs, eh bien, c'est la défaite du socialisme. Hein. C'est le socialisme qui se vend à la bourgeoisie. Et donc, Rosa Luxembourg explique que Jaurès a donc exagéré le danger que courait la République pour faire passer donc cette option, la participation. Alors c'est vrai que Jaurès, et c'est peut-être qu'on peut le reprocher à Jaurès, c'est que son éloquence est telle que parfois effectivement il laisse un certain flou sur ses véritables positions. Lorsque Jaurès est contraint comme ça à clarifier des positions théoriques, il a recours à son éloquence, qui est très forte et très belle, pour effectivement un peu noyer le poisson, si vous voulez. Alors, sur la guerre, en raison de ce travail intellectuel d'historien-philosophe sur la guerre, la pensée est très articulée. D'abord, elle ne suppose pas de rejeter la guerre, comme je l'ai dit. L'action de Jaurès, parce qu'elle repose sur cette étude méthodique du fait militaire, du fait guerrier, du fait international, défend une approche politique de la guerre. Parce que la guerre est un grand événement politique, bien sûr. On ne peut pas résumer la guerre à des affaires d'état-major ou de mouvements de troupes. C'est une affaire politique. Et comme c'est une affaire politique, il faut une réponse politique, il faut une action politique. Alors, il y a 5 points, juste pour finir, 6 points, pardon, pour juste vous donner un peu les grands traits de la position de Jaurès sur la guerre. Mais en fait, la position de Jaurès sur la guerre, elle est intéressante parce qu'elle clarifie qu'une démocratie, qu'un régime démocratique, une société démocratique doit revendiquer face à un événement qui n'est pas de la grammaire des démocraties, mais qui s'impose effectivement aux démocraties du fait du matérialisme historique conduisant à la guerre. Alors, d'abord, pour Jaurès, la guerre exige une décision collective, raisonnée, assumant la situation internationale et non la subissant. Les derniers jours de Jaurès sont passionnants parce que Jaurès comprend que le gouvernement est dépassé. D'abord, vous savez que le gouvernement et le président de la République sont partis en Russie. Ils ont du mal à revenir alors que les préparatifs, les mobilisations générales sont engagées. Semble-t-il, ils ne comprennent pas. Les Russes ne disent pas tout à l'ambassadeur, paléologue. Donc il y a une absence en fait de compréhension de ce qui se passe. Et pour Jaurès, c'est insupportable. Alors même que Jaurès, lui, et c'est très intéressant, est au contact de multiples sources d'informations. Bon, il est parlementaire, il est directeur de l'Humanité. Donc l'Humanité, comme je l'ai dit, a développé cette vocation à informer le public, ses lecteurs, et notamment sur la politique internationale. L'Humanité, on évoquait le journal des 17 agrégés, parce qu'effectivement, Jaurès avait fait appel d'abord à des intellectuels pour écrire, ce qui parfois a un peu faussé effectivement la rencontre avec un public plus populaire, ça c'est vrai. Et donc Jaurès a énormément de contacts, d'informations sur ce qui se passe à cause de ce réseau international. Jaurès est aussi donc, parlementaire et les parlementaires ont donc cet accès à l'information. Jaurès aussi a encore d'autres réseaux, l'Internationale socialiste. Et n'oublions pas que jusqu'au bout, les socialistes, notamment à Bruxelles, se réunissent à la veille du conflit mondial pour tenter d'arrêter la guerre. Donc c'est assez étonnant quand même. Et là, c'est une réponse internationale à un fait international. Je crois qu'au-delà de la théorie socialiste, il faut se rendre compte
au fond des ressources que Jaurès anime très largement pour tenter effectivement de repousser la guerre. Il a aussi, Jaurès, tout un travail qu'il mène avec les juristes internationaux. Donc Jaurès a plusieurs fers au feu, hein, c'est assez intéressant. D'un point de vue de l'outillage intellectuel des acteurs politiques, c'est assez subtil. Hein. Il a bien compris effectivement qu'il fallait être dans plusieurs camps pour les mobiliser face à des intérêts supérieurs, pour des intérêts supérieurs. Deuxième point, la guerre exige d'avoir tout tenté au préalable pour sauver la paix, pour empêcher la guerre, et donc de tenter la paix. Et ça, c'est fondamental parce que Jaurès, là, revient vers la guerre. C'est-à-dire qu'il ne reste pas seulement à la paix. Il dit, notamment dans l'Armée nouvelle, que lorsqu'un peuple a conscience qu'il a qu'il a tout tenté pour la paix, donc il n'est pas rentré dans le militarisme, qu'il a repoussé ce nationalisme guerrier dont Jaurès mourra, hein, eh bien, lorsqu'un peuple a tout tenté pour la paix, il va comprendre pourquoi il se combat, ce qu'il appelle les forces morales de la guerre. Et justement, c'est tout à fait essentiel pour Jaurès de dire à la société mobilisée et aux citoyens soldats les raisons pour lesquelles il faut se battre. Et lorsque l'on sait pourquoi on se bat mieux. Et Jaurès le dit en fait, clairement. Donc c'est aussi un élément d'efficacité militaire que de désigner les raisons pour lesquelles on se bat, et des raisons justement qui ne sont pas des raisons nationalistes ou des raisons simplement d'ordre militaire ou guerrier. Hein, c'est des raisons supérieures qui visent effectivement à faire la guerre pour maintenir la possibilité de la paix. La guerre, pour Jaurès, est le produit aussi du renoncement des nations à leur devenir démocratique, puisqu'elles s'engagent, ces nations, notamment les grandes nations européennes, dans des conflits impérialistes pour l'accroissement des empires coloniaux ou l'extension des zones d'influence en Europe. Et c'est ce que je disais il y a un instant, c'est le fait que, au fond, ces guerres coloniales ou ces systèmes d'alliance, notamment dans les Balkans, dénaturent l'objet même des démocraties, démocratie anglaise ou démocratie française, notamment. Quatrième point, la guerre introduit pour Jaurès un ordre de violence généralisé qui peut submerger les sociétés civiles. Et justement, Jaurès estime que la guerre doit maintenir l'autorité civile. C'est le cinquième point. Au fond, la guerre ne peut pas être laissée aux états-majors, surtout aux états-majors qui refusent la pensée intellectuelle. Jaurès a, dans l'Armée nouvelle, beaucoup de raisonnements sur l'officier intellectuel. Hein, et d'une certaine manière, c'est pour ça que Jaurès va être repris par le général de Gaulle, parce que Jaurès estime que le commandement doit être un commandement qui pense, qui ne rentre pas uniquement dans des logiques militaires, des logiques d'état-major. Dernier point, pour Jaurès, la guerre peut être combattue, d'abord par un nouvel ordre international. Ça, et du reste, ce que Jaurès installe en juillet 14, c'est bien cela, c'est effectivement de construire un ordre international qui pourrait empêcher un événement international qu'est la guerre. Pour Jaurès, la guerre peut être combattue par une action méthodique sur les gouvernements. Et là, il faut se souvenir que lorsque Jaurès décide du mot d'ordre de la grève générale contre la guerre, souvent, on fait l'erreur de penser que l'idée était de bloquer les pays de manière à favoriser les révolutions socialistes et de renverser l'ordre établi. En fait, si on regarde très précisément les textes, ce n'est pas ça. Jaurès adhère à l'ordre du jour de la grève générale décidée par l'Internationale pour contraindre les gouvernements à maintenir la voie de la négociation et de la paix. Jaurès est très favorable à l'arbitrage. Il estime que si les gouvernements sont incapables par eux-mêmes
d'aller vers cette direction-là, il faut les forcer par la grève générale. Mais la grève générale n'a pas pour but de renverser l'ordre établi. Alors, peut-être qu'effectivement des historiens orthodoxes pourraient me dire que non, ce n'est pas effectivement ce que Jaurès préconisait en 1914. Je veux dire, les textes font foi sur le rôle que Jaurès assigne à la grève générale, de mon point de vue. Enfin, dernier point, la guerre peut être combattue par la guerre, c'est-à-dire par des stratégies militaires, au fond, respectant une éthique de l'humanité, c'est-à-dire, ça vous paraît effectivement un peu étrange, hein, mais je veux dire, on peut gouverner la guerre. La guerre n'est pas qu'un engrenage jusqu'à... la guerre moderne n'est pas qu'un engrenage jusqu'à la catastrophe finale, représentée notamment par les génocides. Pour Jaurès, la guerre peut être gouvernée, c'est-à-dire qu'elle peut être gouvernée et elle peut être victorieuse. Et Jaurès, dans l'Armée nouvelle, plaide pour, premièrement, donc le refus absolu d'une guerre offensive, hein, c'est-à-dire une guerre de conquête. Pour Jaurès, la guerre injuste est la guerre de conquête, la guerre de prédation. En revanche, il y a une guerre juste qui est de se défendre. Et du reste, dans toute la question de savoir si Jaurès aurait adhéré ou non à l'Union sacrée, en tout cas ce que l'on sait, c'est que Jaurès aurait plaidé pour une guerre défensive. Il n'est pas certain qu'il soit rentré dans l'Union sacrée, qui impliquait aussi l'absence précisément de réflexion sur la guerre, hein, ce qui était un problème pour Jaurès, parce que Jaurès voulait maintenir absolument la pensée critique et le débat. Néanmoins, Jaurès aurait plaidé pour donc une défense militaire de la France. Et pour Jaurès, donc là, il analyse assez finement les stratégies militaires. L'Armée nouvelle, c'est ça, hein, c'est un livre de stratégie militaire. Il estime que la guerre défensive peut être victorieuse. Il l'explique comment? En disant qu'il faut effectivement organiser des replis tactiques et effectivement pouvoir à un moment donné opérer des contre-offensives. Des contre-offensives notamment sur le flanc des armées de conquête qui s'étirent et au fond autant le front des armées de conquête je veux dire, est puissant, autant le flanc est vulnérable. Et d'une certaine manière, Jaurès a anticipé la bataille de la Marne. La bataille de la Marne, c'est ceci, c'est effectivement une contre-offensive sur le flanc de l'armée allemande qui oblige l'armée allemande à choisir soit à continuer son avance au risque d'être coupée en deux, soit effectivement au repli. C'est ce qui se passe. Voilà, donc si vous voulez, je crois que, en fait, face à de tels événements donc qui installent la violence guerrière, car de la guerre naît aussi la terreur, hein, le point de départ, effectivement, c'est d'accepter la guerre. Face à la guerre, Jaurès plaide pour regarder de très près et en face la guerre. Et à partir du moment où on regarde de très près et en face la guerre, eh ben on peut définir une politique face à la guerre. Et là, Jaurès restaure aussi complètement le poids du politique sur la guerre. On pense que la guerre évacue le politique. Ben Jaurès dit non, on peut avoir une pensée politique sur la guerre, à commencer par, effectivement, s'appliquer à la regarder de très près. Et c'est pour ça aussi que le rôle de Jaurès comme journaliste est très important. Jaurès est un vrai journaliste, qui ne fait pas uniquement des articles d'opinion. Jaurès se déplace, hein, alors il ne va pas se déplacer dans les Balkans, mais il reçoit les dépêches, il est très informé, comme je l'ai dit. Et puis Jaurès a, dans toute sa carrière, fait vraiment de véritables reportages, notamment des reportages sur les sociétés ouvrières. Il se déplace, hein, donc il y a de multiples textes de Jaurès sur le terrain, notamment des grèves ou des catastrophes minières notamment. Voilà ce que je voulais dire sur donc cette question de la guerre. Et en fait, donc sans être effectivement trop long, je voulais effectivement aborder un autre sujet qui est un sujet qui me paraît aussi important, c'est de penser la République avec Jaurès. Bon, pourquoi? D'abord parce que cette question de la République abordée par Jaurès a été un des acquis du centenaire. Alors moi-même, bon, je parlerai un tout petit peu quand même d'une expérience que j'ai menée à titre d'historien et de chercheur, qui est en fait d'ordonner, enfin de recenser
de réunir, d'ordonner un certain nombre de textes de Jaurès sur la République. Considérant que Jaurès a écrit une œuvre sur la République, mais que cette œuvre, elle est diluée dans l'ensemble de ses articles ou de ses ouvrages, et qu'elle n'apparaît pas. Or, Jaurès est un historien, un philosophe et un politiste de la République. C'est finalement, ça n'apparaît pas parce qu'il n'y a pas de livre sur la République écrit par Jaurès. Et moi, j'ai estimé qu'au fond, il existait un livre écrit par Jaurès sur la République qui était le résultat donc de toutes ces contributions éclatées sur la République. De la même manière que il y a eu un recueil de textes de Jaurès sur l'action socialiste en 1899, publié par l'initiative de Charles Péguy. Je me suis dit au fond que ça serait intéressant pour cette année du centenaire d'avoir un livre sur la République de Jaurès. Et donc je l'ai publié à Toulouse aux éditions Privas. Alors c'est pour ça qu'effectivement je me suis plongé sur cette relation de Jaurès à la République. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, la République est une question qui est posée à Jaurès, au socialisme. Quel est le rapport entre le socialisme et la République ? C'est une question qui est posée aussi à la République, à la politique. Au fond, comment est-ce que la République mène sa politique et donc aborde notamment les questions posées par le socialisme, c'est-à-dire la question sociale en particulier. Et puis, je crois que, au fond, la réflexion sur la République, elle est indispensable aujourd'hui. D'abord, il faut relancer la recherche sur la République. Heureusement, il y a aujourd'hui de jeunes historiens, notamment le professeur Hout, qui interviendra et qui a réalisé des travaux très intéressants et très novateurs sur la Troisième République, notamment à la fois son ouvrage principal Au Seuil, mais aussi le volume de la documentation photographique, et donc je le salue et je salue son travail ici. Justement, ce travail sur la République, il me semble, permet aussi de nourrir l'enseignement que l'on peut mener sur la République. Alors, cet enseignement, il est essentiel, à la fois en termes de formation historique, géographique, civique des élèves. Ce travail l'est d'autant plus que depuis les attentats de janvier, l'école est amenée à se mobiliser pour les valeurs de la République. Et c'est une bonne chose du reste. Je veux dire, pourquoi ? Parce que l'école peut prouver que la République, et le projet démocratique de la République, va se ressourcer dans l'école. L'école est souvent perçue comme un problème pour la République. Justement, là, ça serait d'inverser, de montrer que c'est l'école qui est capable de redonner du sens à la République. Et à partir du moment, notamment, où on s'adresse à la jeunesse, d'où la cohérence, à mon avis, même si elle n'apparaît pas toujours, la cohérence de ce plan de mobilisation, des 11 mesures qui avaient été préconisées en janvier dernier, et notamment le programme d'éducation morale et civique, qui précisément, montre que la République, elle existe en fait à partir du moment où on réfléchit à ce qu'elle est, où on prend possession d'elle-même, on prend possession d'elle grâce à l'histoire, grâce à la réflexion, grâce au droit. Donc un vaste chantier qu'au niveau du CAPES, nous avons assumé, et même au niveau des concours. Et là, je peux donc saluer Sylvie April, avec qui nous avons élaboré cette question de programme des concours sur République, démocratie, citoyenneté de 1789 à 1799 en France et dans l'Empire colonial français. Mais il n'y a pas que cela, il y a aussi la formation permanente, continuée, celle que là vous suivez, qui fait que, au fond, la République est aujourd'hui une idée neuve, d'une certaine manière, qui permet de repenser beaucoup d'éléments, et on peut les penser grâce à Jaurès, donc d'où l'intérêt. Alors, ce que l'on peut constater avec Jaurès, c'est d'abord qu'il y a une omniprésence, en fait, du thème de la République chez Jaurès.
Ce qui explique que Jaurès n'a pas écrit spécifiquement un ouvrage sur la République, parce que la République est partout. Alors, pourquoi est-ce que la République est partout? D'abord parce que Jaurès est un acteur de la politique. Il est parlementaire, il est journaliste, beaucoup de républicains sont journalistes, et donc il est inséré dans les institutions républicaines, Jaurès. Hein. Il est né aussi, je veux dire, à la vie publique grâce à la méritocratie de l'école, qui commence du reste avant la République. Hein. Mais Jaurès est le produit, je veux dire, de cette... au fond, de ce qui est mis à l'école, hein, et pas seulement par les républicains, mais par aussi les libéraux, par les Lumières. Et Jaurès, fondamentalement, pas seulement par tactique électorale, reste fidèle à la République. Hein. Je crois que c'est très important d'insister sur le fait que Jaurès n'a jamais profité des faiblesses des républicains pour faire avancer la Révolution. D'autres socialistes plus cyniques et moins légalistes considèrent justement qu'il faut accélérer la décomposition de la société bourgeoise pour faire accéder l'humanité au socialisme. Et c'est du reste le grand débat dans l'affaire Dreyfus, c'est de savoir si il faut aider les républicains qui, quelques années plus tôt, ou quelques mois plus tôt, pourchassaient les anarchistes et les militants ouvriers. Est-ce qu'il faut aider la bourgeoisie républicaine alors même qu'il y a l'occasion d'une revanche, ou en tout cas d'observer avec un certain sourire comment est-ce que cette bourgeoisie se déchire à l'occasion de l'affaire Dreyfus. Jaurès estime qu'il ne faut pas effectivement jouer ce jeu-là. Il s'oppose, il est minoritaire dans son camp, hein, face aux socialistes qui donc estiment qu'il ne faut pas intervenir. Hein. Et puis certains socialistes aussi estiment qu'on ne va pas intervenir pour un juif parce que les juifs sont les oppresseurs du prolétariat. Donc Jaurès prend des positions extrêmement fermes. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que Jaurès accepte aussi Jaurès soutient les républicains les plus engagés. C'est l'occasion notamment de parler d'un personnage que Sylvie April, qui intéresse particulièrement Sylvie April, qui est le sénateur Arthur Rand, qui est un radical, mais un radical au bon sens du terme, c'est-à-dire soucieux des grandes questions de liberté politique et de questions sociales. Hein. Et j'ai justement, pour Sylvie April, j'ai regardé les occurrences lorsque Jaurès, notamment dans la Dépêche de Toulouse, écrit sur Arthur Rand, il y a de nombreux articles, des articles qui sont très élogieux pour Arthur Rand. Et vraiment, ce qui est intéressant, c'est que Jaurès, avec le socialisme, se donne en fait une position d'extériorité face à la République, tout en étant de la République. Vous voyez, Jaurès, vraiment, agit comme républicain. Du reste, Pierre Mendès France, lorsqu'il rend hommage à Jean Jaurès pour le centenaire de sa naissance en 1959, Pierre Mendès France souligne que, au fond, Jaurès a surtout contribué au progrès républicain plus qu'au progrès socialiste, car la République existait, elle avait besoin effectivement d'être construite, tandis que le socialisme n'existait qu'à travers des groupes parlementaires, puis un parti politique. Mais disons que l'urgence des choses, c'était de faire en sorte que la République progresse. Et donc, la contribution de Jaurès à la République est considérable, en fait. Et alors, bien sûr, c'est Pierre Mendès France qui parle du point de vue de sa volonté de rénover la République en 1959, hein, mais c'est intéressant de le noter. Et en même temps, Jaurès, grâce au socialisme, a une position d'extériorité qui lui permet aussi de penser la République. C'est ça, au fond, la position d'extériorité, elle est très importante aussi. De distance, hein, c'est ce qu'on essaie d'apporter aux élèves, effectivement, de les rendre autonomes par la pensée, en leur permettant effectivement de comprendre les phénomènes, de se comprendre eux-mêmes. Et Jaurès, donc, grâce à la pensée socialiste, se donne un point de vue critique sur la République. Et ce qui amène aussi à accepter des choses que les républicains ne peuvent pas accepter. Par exemple, Jaurès accepte la défaite électorale. Vous savez que Jaurès, en juin 1898, est battu à Carmaux. Alors, à la fois parce qu'il a défendu le capitaine Dreyfus, mais aussi parce que les
le patronat notamment de Carmaux a décidé, avec le soutien du préfet, de briser la députation de Jaurès. Donc là, il y a vraiment, c'est très difficile pour Jaurès. Il est battu et la défaite de Jaurès amène la réaction de très nombreux militants socialistes de France qui proposent à Jaurès, en fait, puisqu'on est sur un scrutin qui permet cela, effectivement, que Jaurès devienne notamment député de Paris. C'est possible. Et Jaurès refuse. Jaurès refuse, donc ça veut dire que Jaurès, grâce à cette position au fond d'extériorité face aux logiques politiques de la République, comprend qu'il peut rester républicain sans nécessairement être parlementaire. Et c'est à ce moment-là, sous la contrainte, donc c'est intéressant aussi de voir comment est-ce qu'un homme, sous la contrainte, invente de nouvelles ressources. C'est aussi des éléments, je trouve, d'anthropologie qui sont tout à fait subtils. Je veux dire, pour exister encore dans la vie publique, Jaurès développe un travail de journaliste et d'écrivain considérable. Hein. Il écrit dans La Petite République, dont il devient le directeur politique. Il va publier Les Preuves, qui sont un grand livre sur l'affaire Dreyfus. Il s'engage dans l'écriture de l'histoire socialiste du contemporain, qui est une histoire populaire, hein, visant effectivement qui était envoyée par petits fascicules, tout ça. Donc il est très très actif de ce point de vue-là. Alors, bien sûr, poser la question de Jaurès et de la République, c'est poser la question du rapport entre socialisme et démocratie. Au fond, comment est-ce que la République peut se démocratiser grâce à l'apport du socialisme jaurésien, ce qui implique aussi de définir le socialisme comme un projet démocratique, ce qui n'est pas acquis, hein, notamment. Et pour Jaurès, il y a particulièrement donc, le souci de la question sociale. La question sociale que la République ne pose pas et que le socialisme pose. Et donc, en confrontant socialisme et République, on amène la question sociale dans la République et on l'oblige à penser notamment l'injustice sociale. Et donc, à l'inverse, effectivement, la République se confrontant plutôt le socialisme se confrontant à la République, eh bien, pose la question du maintien des libertés classiques, des libertés des Lumières, des libertés politiques, des libertés civiles, de l'égalité et du pluralisme intellectuel et politique. Autre élément, Jaurès donc veut amener la République à se démocratiser. Il estime que le socialisme est un outil en même temps qu'une fin pour cette démocratisation, que finalement il y aura, alors c'est là peut-être où on peut au fond disons voir une certaine ambiguïté, oui, au fond pour lui l'aboutissement du socialisme et l'aboutissement de la République vont de pair et vont se retrouver. Alors c'est un peu flou, quoi, c'est-à-dire que lorsqu'il parle à un public donc de socialistes, au fond il va dire que voilà, la fin de la République, la finalité de la République, c'est le socialisme. Et puis quand il parle effectivement à un auditoire de républicains, il dira plutôt que la finalité du socialisme, c'est la République. Il est donc dans une certaine indécision quand même de ce point de vue-là. Comme je l'ai dit, au fond, pour changer la République, déjà, Jaurès veut l'étudier, il veut en faire l'histoire. Donc Jaurès est un grand historien de la République, un observateur aussi des mœurs politiques, mais un observateur avisé de ce qu'est un régime politique de démocratie, c'est-à-dire à travers des symboles, à travers des postures, à travers une vertu. Jaurès est un parlementaire vertueux aussi, qui n'est pas du tout touché par les phénomènes de corruption. Jaurès est un modeste, Jaurès a toujours des problèmes d'argent du reste, qui explique qu'il n'est pas effectivement dans une quête de pouvoir, d'autorité ou bien de représentation. Jaurès est un humble en fait dans ce monde de la bourgeoisie parlementaire. Et alors, pour finir, on pourrait se dire, mais au fond, est-ce que Jaurès a une authentique pensée de la République,
ou est-ce que simplement il s'est intéressé à la République du point de vue de ce que devait être le socialisme. Alors déjà, il faudrait se rappeler peut-être des éléments de chronologie qui sont assez simples. Jaurès n'est pas socialiste au départ. Sa première députation, c'est comme député républicain, proche de Jules Ferry. Mais au fond, on voit assez rapidement qu'il se détache quand même de la vulgate républicaine des opportunistes, notamment sur la question sociale, où il estime qu'on ne prend pas en compte la question sociale chez les républicains. Et puis Jaurès, son idéalisme et son âge, accepte mal un certain nombre de compromis parlementaires. C'est un pur aussi. Du reste, il est battu donc à l'issue de cette première députation. Donc il a ensuite ce moment où il travaille sur ses thèses, où il devient maire adjoint de Toulouse, et où là il va retrouver la question sociale, non pas d'un point de vue un peu théorique, même si au fond Jaurès était sensible à la question sociale. Peut-être aussi parce que au fond il a vécu dans un monde en pleine évolution, le Tarn, un monde à la fois rural, un monde industriel, un monde de misère. Et Jaurès, donc, de par effectivement cette expérience jeune, comprend ce qu'est la question sociale au-delà simplement de la théorie socialiste. Mais c'est sa découverte notamment des grandes grèves à Carmaux et de la situation qui est faite aux ouvriers, qui est que la question sociale aussi amène, je veux dire, un blocage institutionnel, puisque c'est notamment le fameux événement du maire Calignac, qui était empêché d'être maire par le patronat des mines. Et donc là, Jaurès comprend tout à fait que non seulement la question sociale est intolérable, mais qu'en plus, elle limite le champ de l'action républicaine et de la possibilité des citoyens d'accéder donc à un véritable pouvoir politique. Donc Jaurès donc devient député socialiste, où là effectivement dans les années 1890 il est extrêmement critique de la République, à un tel point qu'on pense que voilà, là il est, on peut dire, assez révolutionnaire. Et il a des mots extrêmement durs sur les républicains. Il défend les militants ouvriers les plus engagés, les plus radicaux. Et puis vient l'affaire Dreyfus, et là effectivement la volonté de solidarité avec les républicains pour le socialisme. Et de là effectivement cette période qui lui sera beaucoup reprochée par Charles Péguy, donc d'être une sorte de vice-premier ministre du bloc des gauches, puis la rupture avec Clémenceau en 1907, en 1908, à l'issue à l'occasion des grandes grèves, où la République justement rejette donc à nouveau la question sociale qu'elle avait en fait paru accepter avec le gouvernement de défense républicaine de Waldeck-Rousseau en 1999, 1900. Waldeck-Rousseau, justement, il y a une pratique très mesurée et très constructive notamment des grandes grèves du Creusot, donc qui aboutissent à de véritables avancées, ainsi que la création d'une sorte de ministère du Travail sur la base du ministère du Commerce, donc détenu par Mitterrand. Donc toute des évolutions qui sont donc à l'actif des républicains alliés aux socialistes. Donc pour terminer, souligner donc combien Jaurès a compris que la République est un laboratoire de la démocratisation et de l'accès de l'individu à l'autonomie de la pensée et à la connaissance de la politique. C'est le discours à la jeunesse. Le discours à la jeunesse est extrêmement intéressant, le discours de 1904, donc au lycéen d'Albi, qui est un très beau discours parce qu'il renvoie effectivement, notamment ces jeunes, à leur responsabilité et aussi à leur capacité d'action, et une capacité d'action qui commence effectivement par une vigilance morale. J'ai peut-être le temps quand même de vous citer un élément qui me paraît moi très intéressant, même dans le cadre
du programme de MC, parce que Jaurès installe, avec ce discours, font l'héroïsme du courage civil. C'est-à-dire que, et ça c'est un élément, je pense, donc, que les nationalistes reprocheront toujours à Jaurès et qui peut expliquer aussi son assassinat, c'est le fait que Jaurès a montré qu'il n'y avait pas qu'un seul courage héroïque, qui est le courage militaire, mais il y a, donc le courage militaire étant clairement le courage aussi, le courage, donc la disposition sur le champ de bataille de la mise à mort de l'ennemi, c'est le courage civil. Et dans le discours après Sensé de janvier 1914, Jaurès exalte l'héroïsme des valeurs civiles, le courage civil. Ce qui est important parce que ça change complètement le terme des représentations, ça démocratise véritablement une société que de dire qu'il y a au fond un héroïsme, il y a une passion, donc qui n'est pas seulement la passion de la conquête, de la bataille, mais une passion, je veux dire, de la politique et de l'engagement. Et donc ce que disait effectivement Jean Jaurès en 1903 dans le discours à la jeunesse, le courage, c'est de ne pas livrer sa volonté au hasard des impressions et des forces, c'est de garder dans les lassitudes inévitables l'habitude du travail et de l'action. Le courage, c'est d'accepter les conditions que la vie fait à la science et à l'art, d'accueillir, d'explorer la complexité presque infinie des faits et des détails, et cependant d'éclairer cette réalité énorme et confuse par des idées générales, de l'organiser et de la soulever par la beauté sacrée des formes et des rites. Le courage, c'est de dominer ses propres fautes, d'en souffrir, mais de ne pas en être accablé, et de continuer son chemin. Le courage, c'est d'aimer la vie et de regarder la mort d'un regard tranquille. C'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. C'est d'agir et de se donner aux grandes causes sans savoir quelle récompense réserve à notre effort l'univers profond, ni s'il lui réserve une récompense. Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. C'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe et de ne pas faire écho de notre âme, de notre bouche et de nos mains aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques. Donc c'est un texte effectivement de morale, mais qui est fondé sur une véritable philosophie de la loi morale. Donc pour conclure définitivement, je dirais que Jaurès assume les défis de la démocratie républicaine, qui sont au fond triples, faire société, faire nation, et faire la paix, si nécessaire la guerre. Donc il assume effectivement ce qui doit définir une société moderne. Et je dirais que la postérité a reconnu d'une certaine manière cet agenda à travers donc un dernier point que je vais vous livrer, qui est la manière dont on va traiter Jaurès lors de la Seconde Guerre mondiale. Jaurès est souvent associé, à cause de ce pacifisme intégral, en gros, à un courant conservateur qui s'est réfugié à Vichy. Or, il faut savoir qu'un Jaurésien, plusieurs Jaurésiens, dont Louis Lévy, qui est un journaliste socialiste, correspondant de guerre du Populaire du Petit Provençal à Londres, animateur du groupe de résistance Jean Jaurès à Londres, à la fin de la guerre, met la main à une anthologie de Jean Jaurès qui paraît donc chez Calman Lévy en 1946. En fait, dans cette anthologie, il y a une part très importante sur la République. Il y a même un chapitre qui s'appelle République et démocratie, dans lequel Louis Lévy inclut un long extrait de Discours à la jeunesse, donc de 1903, la proclamation du devoir républicain des socialistes lancée par Jean Jaurès à Jules Guesde au cours de la conférence dite des deux méthodes à l'hippodrome de Lille. Et donc je termine sur cette évocation de la ville de Lille. Je vous remercie. Bonjour, Vincent Paliès, professeur en histoire-géographie Collège Henri Dunant, Merville. Je voudrais savoir, M. Duclerc, dans la mesure où vous aurez le temps, si vous pourriez développer, vous aviez parlé de la lutte de Jaurès contre l'antisémitisme de gauche, notamment au moment de l'affaire Dreyfus. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu la question, s'il vous plaît? Oui, donc rapidement. Donc c'est du reste un des chapitres
de la biographie que nous avons écrite avec Gilles Candard, on a essayé de faire le point sur cette question qui est une question compliquée pour Jaurès, puisque Jaurès, au moment où il devient socialiste, adhère à la Vulgate antisémite qui donc existe assez fortement dans un certain nombre de courants socialistes, notamment guédistes. Et donc il y a un certain nombre d'articles qui sont qui attestent de ce choix de Jaurès, au fond, d'aller vers des explications, notamment de la lutte des classes et de l'oppression patronale à travers donc cette dimension de l'antisémitisme. Enfin, dire les explications proposées par les antisémites. Jaurès aussi fait un voyage en Algérie à cette époque et donne un certain soutien à l'antisémitisme conjugué des colons et des arabes, des indigènes. Donc on peut considérer que Jaurès a à un moment adhéré, je dirais, plus par stratégie pour montrer son socialisme. Jaurès est un converti quand même, hein. Il est socialiste donc au moment de Carmont, on le sait, mais il doit d'une certaine manière faire ses preuves. Et il fait ses preuves là de manière assez particulière, tout en rappelant, notamment dans un article connu, qu'il a beaucoup d'amis juifs. Donc voilà. Et c'est vrai que c'est l'affaire Dreyfus qui va amener Jaurès, et ça c'est important aussi, je pense, à non seulement rompre avec l'antisémitisme, mais obliger les socialistes à rompre avec l'antisémitisme. C'est lui qui veut véritablement, par un combat frontal contre les antisémites, amène les socialistes à se positionner contre l'antisémitisme. Donc voilà, pour résumer, il y a cette phase, je veux dire, d'adhésion, mais qui est suivie d'une phase de combat. De cette manière, c'est un rachat pour Jaurès, mais il ne s'est jamais expliqué aussi sur sa première période, liée à la Vulgate antisémite.